Bien, merci à tous d'être revenus pour commencer notre première table ronde. Donc cette table ronde, elle s'intitule « Comment concilier les approches 5P, le bien-être des patients et l'impact environnemental des pratiques de santé ». Pour cela, ce matin, nous avons 3 invités. Je vais vous laisser vous présenter et puis ensuite on va commencer à discuter du sujet. Bonjour. Ça va arriver. Bonjour à tous, je m'appelle Guillemette Jacob, je dirige une communauté de citoyens qui s'engagent au service de la recherche qui s'appelle les Sentinelles. Bonjour, je m'appelle Caroline Demilly, je suis psychiatre à l'hôpital du Vinatier et je m'occupe d'un centre qui est dédié à l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement de l'adulte avec comme perspective l'inclusion et la déstigmatisation. Bonjour, Geoffroy Ditac, je suis cardiologue, je travaille au groupement hospitalier Est, à l'hôpital cardiologique Louis Pradel, et je m'intéresse plus particulièrement à l'impact de nos pratiques sur l'environnement. Alors merci à tous les 3 d'être présents. On a commencé cet événement en revenant justement sur le lien fort, c'est un des principes fondamentaux de ce projet, le lien entre l'approche 5P du patient et l'approche One Health. Justement, est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans vos pratiques ou pas forcément d'ailleurs? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement de ce lien et de cette possibilité d'inclure ces 2 approches de santé? J'ai effectivement, dans notre pratique, moi je considère qu'il y a effectivement un lien assez important entre 5P et One Health. Alors, pas forcément tous les P pour ce qui me concerne, je vais parler de ce que je connais, la cardiologie, mais effectivement, c'est quelque chose que j'essaie un peu de faire comprendre à mes patients, à mes collègues, que nous, en cardiologie notamment, on est toujours plus dans un excès de technologie, une débauche de moyens, une médecine de plus en plus performante, sophistiquée, personnalisée. Et on essaie un peu de replacer un peu le patient au centre de tout ça, la pertinence de tout ce qu'on fait, l'impact de ce qu'on peut faire sur l'environnement. Notamment, on sait que, notamment nous en cardiologie, l'environnement a un important impact sur la santé humaine, que ce soit par l'alimentation, par la santé animale, par la pollution de l'eau, de l'air, etc. Mais on essaie aussi de montrer que nous-mêmes, on peut avoir un impact important sur l'environnement. On estime que la santé, c'est 5 à 10% des émissions de CO2. Notamment, nous, on utilise beaucoup de dispositifs médicaux. Et donc, on essaie de travailler là-dessus en incluant tous les intervenants de cette chaîne. Donc, moi, je travaille beaucoup sur ce qu'on peut faire pour améliorer notamment les procédures en termes d'impact environnemental. Et puis là aussi, sur le parcours patient, la télémédecine et notamment le transport, ces choses-là. Donc, oui, clairement, moi, je vois clairement une approche, une convergence entre ces 2 thématiques. Alors, effectivement, il y a une convergence forte aussi dans ma pratique parce que l'autisme et les troubles du neurodéveloppement peuvent se définir comme des particularités relationnelles avec l'environnement. Donc, tout ce qui va pouvoir avoir un impact sur l'environnement de la personne va de manière très significative pouvoir modifier sa manière d'être, sa qualité de vie, son inclusion et ses modalités relationnelles aux autres. Et puis, un autre chapitre concernant l'environnement est la question de l'étiologie aussi des troubles du neurodéveloppement, puisque, comme vous le savez peut-être, l'incidence des troubles du neurodéveloppement est en augmentation. Et aujourd'hui, on considère que ces troubles touchent 17% des naissances, ce qui est un chiffre très élevé, et probablement à mettre en lien avec ce que nous mangeons et l'air que nous respirons. Et il y a un certain nombre de publications récentes qui font par exemple le lien entre le taux de particules fines qui vont être inhalées par la maman et la naissance d'un enfant qui plus tard va développer un autisme. Donc tout ça, ce sont des liens extrêmement forts parce que à toutes les étapes finalement, que l'on soit du côté de l'adaptation de l'environnement pour améliorer la qualité de vie des personnes, ou alors que l'on soit du côté de l'évaluation, la quantification et la compréhension d'un environnement qui va pouvoir précipiter la jeunesse de ces symptômes, eh bien, il y a un lien vraiment très fort entre la médecine et l'environnement dans le champ des troubles du neurodéveloppement.
Et pour ma part, alors les 5P, on l'avait un peu pensé, d'autant qu'on est très basé sur le participatif. Donc ce P de participatif, c'est notre pied d'appel, on va dire. Donc on l'avait un peu pensé. Par contre, le One Health, c'était un total impensé pour nous. Déjà parce que moi, c'est pas un concept qui est... Voilà, moi, en tant que grand public, je trouve que ce n'est pas un concept qui est encore très, très bien connu et très, très bien compris. Pour autant, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'est pas présent dans les questionnements qui sont remontés par la communauté, puisque nous, on a une communauté qui participe activement à la recherche, et une de leurs participations, et qu'on est en train de développer de manière d'ailleurs beaucoup plus importante, c'est de faire remonter les questions qu'elles aimeraient bien poser aux chercheurs. Et on l'a vu à de multiples reprises, et en particulier dans un webinaire qu'on a fait dernièrement avec l'Institut national du cancer, qui est venu expliquer l'épidémiologie du cancer et pourquoi les cas de cancer avaient autant augmenté ces 20 dernières années. Toutes les questions étaient sur l'environnement. Donc, on ne pense pas le One Health. En tout cas, nous, là, au sein de la communauté, d'un point de vue citoyen, on ne le pense pas en tant que One Health. Mais pour autant, c'est extrêmement présent au quotidien. Et exactement comme tu le disais, Caroline, ce qu'on mange, ce qu'on respire, comment est-ce que ça explique que les cas de cancer aient été multipliés par 2 en 20 ans ? Ces fameux exposomes dont on parlait tout à l'heure, justement lors de la présentation, donc l'influence environnement et pathologie. Alors justement, pourquoi faire converger ces deux approches ? On parlait justement tout à l'heure de l'impact des activités du bloc opératoire, par exemple, sur l'environnement. Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple ? Qu'est-ce qu'il y a comme impact sur lesquels vous travaillez et pour lesquels vous essayez de communiquer et puis d'avoir des résultats ? Alors, un exemple très concret, moi je travaille dans un domaine de la cardiologie qui est la cardiologie interventionnelle, où on utilise des dispositifs médicaux extrêmement sophistiqués qui coûtent on va dire entre 500 et 3000 euros. On utilise plusieurs par procédure. C'est une sorte de fil électrique qu'on peut mettre à l'intérieur du corps du patient pour détecter les signaux, qui sont à usage unique et qui sont non seulement extrêmement coûteux et extrêmement polluants, du par le fait qu'ils contiennent des métaux rares, ils contiennent de l'or, du platine, de l'iridium, des choses comme ça. Ils contiennent du cuivre, et pour des raisons peut-être sécuritaires, mais surtout économiques, on s'est orienté vers un modèle de tarification, un modèle à usage unique, notamment avec la tarification à l'acte, qui arrange finalement tout le monde, aussi bien les hôpitaux que les industriels. Et nous, on milite pour, déjà, on a chiffré un peu les économies qu'on pourrait faire, démontrer que ce serait potentiellement réutilisable. Et on milite avec la Société française de cardiologie pour pouvoir réutiliser ces dispositifs, par exemple, sur un exemple très concret. Et on espère prochainement pouvoir faire partie de l'expérimentation nationale là, qui a été votée lors du dernier projet de financement de la sécurité sociale, pour pouvoir réutiliser ces cathéters à usage unique, extrêmement onéreux et extrêmement polluants. Voilà, mais il y a tout un travail évidemment à faire de pédagogie vis-à-vis des institutions, de nos collègues évidemment, qui peuvent être un peu réfractaires là-dessus, et puis aussi auprès des patients, de la société civile. Puis il faut avant tout qu'ils soient informés, et puis je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer là-dessus, si c'est vraiment une demande qui vient de l'ensemble de la société. Bien sûr, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à prendre le micro. Alors, de notre côté, on a cherché à avoir un impact sur l'environnement qui s'établit autour des personnes concernées par l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, parce que cet environnement, il peut, dans tous les actes de la vie quotidienne, se montrer extrêmement aversif pour les personnes autistes, avec un environnement qui peut être très bruyant, qui peut être très lumineux, avec une promiscuité, avec des odeurs aussi, qui peuvent être extrêmement difficiles pour des personnes qui ont une hypersensorialité. Donc, en partenariat avec la Fondation Orange, on développe actuellement une application qui s'appelle Diversity et qui va permettre aux personnes autistes, aux familles aussi, aux personnes neurodiverses, de se géolocaliser pour pouvoir trouver à proximité d'elles des commerces ou des lieux publics qui proposeront des aménagements spécifiques. Alors peut-être que vous avez entendu parler des supermarchés Carrefour qui proposent déjà les heures silencieuses.
C'est-à-dire que pendant certaines heures de la semaine, il baisse la luminosité, il baisse la musique pour rendre l'environnement plus agréable pour les personnes qui ont des particularités sensorielles. Eh bien, l'idée, ce serait de développer cette approche-là dans tous les commerces pour que les personnes qui ont des difficultés puissent aller faire leurs courses, puissent aller au restaurant, puissent aller au café aussi, dans des conditions bien plus adaptées, en gardant à l'esprit qu'un monde qui s'adapte aux particularités des personnes autistes est probablement un monde meilleur pour tous. Et donc, c'est dans cette visée très inclusive que l'on souhaite développer cette application. D'accord. On parle justement de problématiques qui sont liées au bien-être des patients. On parle de problématiques qui sont liées justement à l'environnement, problématiques clairement environnementales. Est-ce qu'on envisage le fait que s'occuper ou s'inquiéter d'une de ces problématiques puisse avoir un impact négatif sur l'autre? C'est-à-dire que les préoccupations environnementales puissent avoir un impact négatif sur le bien-être des patients et que finalement, elles ne soient pas si facilement conciliables. Monsieur Dittac. Ouais, c'est une question pas facile, mais je pense que faut avant tout, ce qui me concerne au niveau des soins, c'est vraiment un message que j'essaie de faire passer, c'est que la qualité des soins ne doit jamais être compromise. Le but, c'est d'essayer de faire aussi bien avec autant de moyens, voire même en limitant les ressources nécessaires pour faire le même soin, pour avoir le même niveau de qualité et de satisfaction des patients pour ce qui est du soin. Je pense même qu'au final, nous, j'ai donné tout à l'heure un exemple très concret, mais globalement, on a plusieurs messages qu'on essaie de faire passer, que ce soit aussi bien, ça peut être aussi bien réduire, c'est-à-dire améliorer la pertinence des soins, utiliser le moins de matériel possible, mais la meilleure qualité possible. Ça peut être aussi bien recycler de plus en plus le matériel, réutiliser le matériel. Je pense qu'au final, en essayant d'optimiser la façon dont on travaille, finalement, on va plutôt même... c'est quelque chose qu'il faudrait démontrer. Aussi, ça, c'est quelque chose d'important, d'évaluer ce qu'on fait de façon rigoureuse. Mais je pense que justement, on va plutôt au contraire améliorer au final la qualité des soins en améliorant la pertinence de nos indications, l'efficacité de nos procédures, en se remettant en question sur nos façons de travailler. Ça permet un peu d'interroger tout le monde. Je pense qu'au contraire, à mon avis, c'est quelque chose qui va être surtout bénéfique pour l'ensemble de la société. Alors, je vais me faire l'avocat du diable en poussant un petit peu la question, voire les difficultés. Derrière, je pense qu'il y a aussi une autre question qui est quelle valeur en fait on va mettre derrière. Qu'est-ce qu'on va privilégier si on a une approche dans laquelle l'approche environnementale est importante et le bien-être du patient est important. Si on se trouve dans une situation où il faut choisir entre l'un et l'autre, comment est-ce qu'on choisit? Sur quels critères? Est-ce que je peux vous laisser réagir sur ça? Oui, moi, j'aurais qu'un seul mot, c'est ensemble. On choisit ensemble. C'est-à-dire avec à la fois le domaine médical, mais aussi avec les patients. Bien sûr. Après, je crois qu'il ne faut pas forcément positionner les approches l'une contre l'autre. Par exemple, la pandémie à Covid-19 nous a apporté des enseignements très riches concernant la prise en charge des personnes dont on s'occupe. Dans ma spécialité en psychiatrie, on avait toujours considéré, par exemple, que la télémédecine, c'était quelque chose qui était impossible en psychiatrie, parce que la rencontre avec les personnes que l'on suit, parce que être dans ce face-à-face clinique était irremplaçable. Donc, en psychiatrie, la télémédecine ou la téléconsultation quasiment n'existait pas. Et puis, forcément, avec la crise Covid, eh bien, on a toutes et tous été obligés finalement de développer cette approche parce que sinon, on ne pouvait plus suivre nos patients. Et donc, on s'est tous, plus ou moins mis à la télémédecine. Beaucoup de mes confrères râlaient au début en disant « mais quelle horreur, on ne voit plus nos patients, c'est affreux, à travers un écran, mais vivement la fin de cette pandémie, etc. » Puis finalement, on s'est rendu compte que ça marchait hyper bien, que les patients étaient très contents, ça évitait des déplacements coûteux au plan énergétique, donc pas bon pour l'environnement. Ça permettait aussi parfois d'avoir des entretiens familiaux avec la famille lorsqu'elle est dispersée partout en France. Et ça permettait de se réunir autour de la personne concernée. Ça permettait de faire des petits points très rapides pour réévaluer des traitements.
Et en fait, c'était une superbe opportunité à développer dans notre spécialité. Donc de quelque chose qui était au départ finalement considéré comme une véritable perte de sens du soin pour les patients et les familles, ben en fait c'est devenu un véritable atout dans notre arsenal thérapeutique. Donc peut-être que cette vision One Health, il faut vraiment se projeter dans quelque chose de nouveau et peut-être accepter en tant que soignant de sortir de notre zone de confort. Oui, pour compléter un peu, effectivement, la télémédecine, c'est quelque chose qu'on fait en cardiologie depuis peut-être un petit peu plus longtemps, mais effectivement, c'est vraiment quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, qui permet aussi d'impliquer beaucoup plus les patients, je pense aussi dans les décisions, à l'aide d'objets connectés, dispositifs médicaux. Nous, on a des patients, par exemple, insuffisants cardiaques, qui vont avoir des balances connectées, qui vont surveiller leur poids. Ça permet aussi, ils comprennent mieux leur maladie, ils font de la rétention d'eau, il faut que j'augmente mon traitement. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très important pour améliorer la prise en charge. Finalement, les patients, quand on a de plus en plus de données, d'études solides sur la télécardiologie qui améliorent finalement le bien-être des patients. Et nous aussi, ça nous permet aussi de concentrer notre temps clinique à l'hôpital sur finalement les patients les plus graves, les plus importants, et de nous libérer aussi du temps de consultation pour ces patients. Puis finalement, les patients qui vont bien, ils peuvent se gérer en ambulatoire avec évidemment une surveillance à distance, et ça implique quand même des grosses organisations. Nous, on a près de 3000 patients qu'on suit en télécardiologie, des patients porteurs de prothèses, pacemakers, défibrillateurs, ce genre de choses. Donc ça implique quand même une grosse logistique, mais les patients en sont extrêmement satisfaits. Non seulement ils s'autonomisent, ils comprennent mieux leur pathologie, on économise du temps de transport, on optimise le temps médical, et finalement c'est quelque chose qui, au final, il n'y a pas de compromis. Finalement, c'est quelque chose qui a tiré le niveau vers le haut pour tout le monde, quoi, globalement. Alors justement, comment est-ce que l'impact sur la qualité de vie des patients est pris en compte ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va prendre en compte justement l'impact de ces nouvelles approches ou de ces nouvelles technologies qui vont être développées ou de ces nouvelles préoccupations environnementales ? Est-ce qu'on a un moyen d'évaluer justement l'impact de ces nouvelles perspectives, de ces nouvelles approches sur la qualité de vie du patient ? Est-ce qu'on a un retour ? Est-ce qu'on peut le quantifier ou pas forcément ? Peut-être continuer là-dessus. Nous, c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus mis en avant, puisque comme je vous expliquais, en cardiologie, on a vraiment des coûts qui explosent, et donc on nous demande aussi un peu de rendre des comptes, de nous évaluer. Et effectivement, les études de qualité de vie, nous, c'est un vrai sujet dans notre domaine, ou avec des vrais questionnaires qui sont validés, qui sont reproductibles, éventuellement même des questionnaires dédiés pour les personnes âgées qui ne vont pas forcément pouvoir répondre bien à toutes les questions, des questionnaires dédiés à la pédiatrie aussi. Donc clairement, il y a des façons objectives d'évaluer nos pratiques au niveau des patients, et il y a de plus en plus justement de demandes à ce sujet-là pour voir effectivement si ce qu'on fait a du sens, parce que ça peut avoir du sens statistique, sur des critères, sur des dosages, sur de la biologie, sur des échographies, mais avant tout maintenant on nous demande à ce que ce qu'on fait ça ait du sens au niveau humain, sur le bien-être vraiment des patients et la qualité de vie, et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant. Et puis il est pour nous aussi très important que les personnes que l'on suit s'approprient leurs soins et s'autodéterminent véritablement dans leur parcours médical. Et donc, l'idée aussi d'améliorer la qualité de vie, que l'on mesure également, c'est aussi de laisser au maximum le choix à la personne des modalités de suivi, du rythme, de la manière dont elle le souhaite. Parce qu'en fait, on a certaines personnes pour lesquelles... Par exemple, on parlait de la télémédecine, un suivi en télémédecine va très bien leur convenir et ça va vraiment être quelque chose qui correspond à leurs attentes. Et puis, on a d'autres personnes qui, au contraire, vont vouloir se déplacer, vont vouloir venir dans les lieux, rencontrer les équipes de soins en présentiel. Et je pense que c'est vraiment important de partir de manière singulière des besoins des personnes que l'on accompagne. Parce que je pense que quelle que soit notre spécialité, même si on a un certain nombre de protocoles pour la recherche, pour l'évaluation, pour la pertinence et l'efficacité des soins, il faut quand même replacer la personne au cœur de sa prise en charge. Et au maximum, partir de ses besoins, partir de ses souhaits, même si on a un certain nombre de protocoles à appliquer,
pour qu'elles puissent avoir la qualité de vie la meilleure possible, surtout que l'on s'adresse, notamment en cardiologie et aussi en psychiatrie, à des pathologies dites chroniques, quand même, vie entière. La personne va devoir vivre avec, va devoir s'approprier ses difficultés. Et donc, il faut s'adapter, nous, en tant que soignants, à son rythme, dans quelque chose qui est co-construit et qui n'est pas une médecine verticale ou paternaliste. Alors, on parle justement de co-construction. C'est parfait, vous me donnez un pont pour la question suivante, qui était justement comment intégrer les enjeux de la société civile et en particulier la recherche participative. Guillemette, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Oui, alors je crois que Caroline voulait faire un petit préambule. Alors en fait, la recherche participative, juste pour resituer les choses, c'est l'idée d'impliquer les usagers de la vie civile dans les protocoles de recherche. Et c'est une recherche qui est née dans les années 70 en anthropologie et qui s'est beaucoup développée dans les années 80 avec le militantisme dans le cadre du VIH, avec les patients qui ont revendiqué le choix et la volonté d'être impliqués dans les protocoles de recherche. Donc c'est quelque chose qui est ancien et qui commence petit à petit à essaimer dans toutes les spécialités médicales. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, ce partenariat entre les chercheurs et les citoyens qui peut avoir lieu à toutes les étapes de la recherche. Parce que c'est de la recherche avec et pour et pas de la recherche sur. Donc on parle de l'implication des citoyens potentiellement dès la définition de la question de recherche jusqu'à la valorisation des résultats à chacune des étapes. Et pourquoi, quand on a réfléchi à cette table ronde et à ces liens avec le One Health, pourquoi est-ce que ça nous a paru important de parler du participatif ? Je pense que le participatif, c'est déjà se donner une chance de faire émerger des bonnes questions et des nouvelles questions qui viendraient de la société civile et des questions, et vous avez beaucoup parlé ce matin de transdisciplinarité. Les citoyens ne se posent pas des questions disciplinaires, ils se posent des questions transdisciplinaires. Donc, par essence, ça va vous favoriser, travailler avec les citoyens, ça va vraiment favoriser la transdisciplinarité, parce que voilà, c'est leur mode de pensée. Et puis, tout à l'heure, Jean-Yves parlait aussi d'une recherche qui soit plus transformatrice et plus actionnable. Et ça aussi, les questions de recherche des citoyens, et nous on le voit sur Sentinelle, parce qu'on existe depuis 10 ans, on a déjà travaillé sur plus de 60 projets de recherche. Les citoyens sont très exigeants sur le caractère actionnable des études qui sont menées avec eux. Et donc ça pousse la recherche plus loin sur, OK, qu'est-ce que notre recherche change pour eux au quotidien ? Une autre question, comment est-ce que du coup cette recherche participative, pour revenir dans le sujet, comment cette recherche participative envisage ces différentes santé, la santé humaine, la santé environnementale? Est-ce qu'elle le fait pour l'instant ou est-ce que c'est encore quelque chose à développer? Alors nous, dans le cadre de Sentinelle, elles le font en nous posant des questions spontanément, en disant mais qu'est-ce qu'il y a en recherche aujourd'hui sur j'habite à côté d'un vignoble, est-ce que ça explique le fait que j'ai eu un cancer à 35 ans? Voilà, on a ce type de questions qui remontent, mais on ne l'a pas traité de manière plus spécifique jusqu'à présent, mais ça fait partie de nos axes de progrès pour demain. Et en tout cas, on n'a pas vu monter encore une réflexion sur la santé animale. Tout à l'heure, vous avez évoqué la santé animale. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore émerger. Est-ce que vous voulez réagir ? Alors peut-être un petit mot sur la recherche participative. La recherche participative, ça sous-entend quand même une acculturation du monde scientifique et du monde médical à la collaboration avec les personnes concernées. C'est sûr que pendant très longtemps, les protocoles de recherche ont été élaborés dans des laboratoires, dans des services de médecine, avec, in fine, à la fin, lorsque le protocole était bouclé, la sollicitation des associations, la sollicitation des personnes concernées pour juste apporter une participation aux études.
Et puis finalement, avec le temps, on s'est rendu compte, et ça c'est une question que nous ont beaucoup adressée, par exemple les personnes autistes ou les personnes TDAH, qui nous ont dit il y a énormément de recherches dans l'autisme, il y a des milliers d'articles sur la librairie en ligne PubMed par exemple, et bien nous, notre quotidien, il n'a pas changé en fait. Et quand on a un enfant autiste, toutes ces recherches-là, elles ne servent pas beaucoup dans notre quotidien, en fait. Et les personnes autistes nous ont dit, nous, quand on se lève le matin, quand on a envie de rencontrer des personnes, quand on a envie de faire sa vie, quand on a envie de travailler, ces milliers d'articles, à quoi ils nous servent, en fait. Et donc ça, c'est quand même une vraie question, c'est de se dire quelle est la pertinence de tous ces protocoles de recherche dans la vie des personnes que l'on étudie. Et la recherche participative, justement, vient comme une réponse à cette question, puisqu'elle va venir, dès le sujet de recherche, questionner les chercheurs et les médecins sur les aspects translationnels, véritablement, des apports de la recherche, c'est-à-dire la recherche qui a un sens dans le quotidien de la personne. Et ça, c'est un peu, je trouve, c'est un peu une révolution, en fait, parce que je suis persuadée que la démocratisation du savoir scientifique et la co-construction entre les personnes concernées et les scientifiques va vraiment aller au plus près des besoins des personnes, et ça peut changer la vie, en fait. Et souvent, pour en revenir à votre question sur l'environnement, ce sont souvent des questions qui reviennent au premier chef. Comment est-ce que je peux m'adapter au travail ? Quels seraient les outils qui me permettraient de m'adapter au travail ? Qu'est-ce qui permettrait à mon enfant de rester dans un système scolaire classique ? En fait, justement, ces questions des liens entre la personne et son environnement, ça fait partie des questions privilégiées de la recherche participative. Très bien. Juste pour terminer, parce qu'on a une demi-heure, donc il faut que ce soit assez court. Ensuite, on vous laissera la parole, évidemment, pendant environ un quart d'heure, le temps de poser aussi vos questions et de participer à cette discussion. Finalement, toute cette problématique d'unifier des approches 5P, des approches One Health, en remettant le patient au centre de son propre parcours, est-ce que ça peut aussi participer à l'émergence ou la création de nouveaux lieux de santé ou éventuellement de nouveaux types de parcours de santé pour les patients ? On a parlé déjà de télémédecine, donc clairement, je pense que déjà à l'heure du digital, la télémédecine, c'est quelque chose qui doit être de plus en plus mis en place et encouragé, aussi bien pour l'implication des patients que aussi par rapport à la raréfaction aussi le besoin de traiter des pathologies chroniques, avec la raréfaction aussi des médecins, d'avoir de moins en moins de possibilités de soigner de plus en plus de monde. Donc clairement, la télémédecine, c'est aussi des nouveaux parcours masse patients qui se mettent en place. Moi, il y a quelque chose sur lequel je travaille en ce moment, c'est l'impact aussi du transport des patients, d'optimiser aussi. Moi, j'ai des patients qui passent malheureusement beaucoup d'examens. On n'arrive pas toujours à optimiser les trajets, à tout faire sur une même journée. Enfin, je pense que chaque personne qui a déjà eu des examens doit faire du connaître ça, devoir faire beaucoup d'allers-retours en différents examens. Donc c'est des choses, je pense qu'à l'heure du numérique, c'est pas bien normal qu'on puisse pas plus optimiser ça, réussir à caler des créneaux de rendez-vous sur la même journée, demi-journée, pour que les patients n'aient pas à subir, déjà qu'ils subissent tous les examens, subir en plus tous ces allers-retours, pouvoir passer plus de temps possible au domicile et moins à l'hôpital. Donc ça, c'est clairement des choses sur lesquelles on essaie de bosser. Optimiser aussi le transport partagé quand c'est quelque chose est faisable. On a des patients qui parfois viennent du même coin, consultations qui ont à peu près le même horaire. On pourrait imaginer des transports partagés aussi. Donc je pense qu'à l'ère du numérique, il y a beaucoup de choses au niveau des parcours de patients qui, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, n'ont aucun impact sur la qualité des soins et au contraire vont plutôt améliorer la qualité de vie des patients de ce côté-là. Moi, j'aurais peut-être un petit mot de sémantique. C'est pas directement en lien avec les parcours de soins, mais je recommanderais, dans une approche où on croise justement la médecine 5P et le One Health, d'arrêter de parler de patient et de parler de citoyen. Parce qu'un patient, il a des droits. Un citoyen, il a des droits et des devoirs. Et je pense que sur un sujet comme celui-là, il faut chacun qu'on fasse notre part. Et qu'il faut que du coup, on se positionne chacun comme acteur.
Et puis peut-être que le souci de l'environnement et le souci de la pertinence des soins nous incite aussi à nous détacher d'une vision centrée sur les organisations. Parce que longtemps en médecine, notre manière d'approcher le soin était très centrée organisation. Donc quand est disponible l'hôpital de jour, quand sont disponibles les créneaux de consultation, quand est-ce qu'on peut hospitaliser la personne. Et le fait de considérer l'usager comme l'acteur principal et de concentrer notre approche médicale et scientifique sur la personne que l'on accompagne et pas sur les disponibilités de nos organisations, finalement, ça permet à la fois un virage écologique, si on peut dire, c'est un effet parallèle, mais ça permet aussi de considérablement améliorer la qualité de vie. C'est-à-dire que le parcours de soins, c'est le parcours de la personne, c'est un parcours qui lui permette de recevoir les meilleurs soins possibles, mais aussi d'avoir une bonne qualité de vie. Et ce n'est pas un parcours qui est organisé en fonction des disponibilités des services hospitaliers. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent, finalement, en médecine. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous trois. Avant de terminer cette table ronde, justement, le moment qui est très important, qui est participatif lui aussi. Si vous avez maintenant des questions sur ce qu'on a abordé, on a essayé de le faire le plus vite, mais le plus exhaustivement possible. Donc, si vous voulez réagir par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui, poser des questions ou apporter quelques remarques, eh bien, n'hésitez pas. On prend une dizaine de minutes pour ça. Forêt de doigts qui se lève. Alors, on va... Hop, un autre micro sur la table. On va pouvoir faire circuler le micro. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Annelise, bienvenue. Moi, je suis pharmacienne aux Hospices civils de Lyon. Donc, je suis assez vraiment intéressée par cette dynamique de l'impact environnemental positif qu'on peut avoir par nos pratiques de soins. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur d'attractivité pour nos métiers de santé qui sont malheureusement un peu aujourd'hui malmenés? Voilà, comment vous voyez les choses et comment on peut en parler autour de nous pour pouvoir être un peu ambassadeur de cet environnement au travers de nos pratiques de soins? Merci. Merci pour votre question. Oui, moi j'en suis convaincu. En tout cas, ma réponse va être assez nette. Je pense que c'est vraiment quelque chose, un facteur d'attractivité. Je pense que vraiment, à chaque fois qu'on a mené des projets au sein des équipes, ça a vraiment créé une émulation positive. Ça redonne du sens à ce qu'on fait, que ce soit aussi bien sur le plan médical que paramédical, que toutes les personnes qui gravitent autour de nous. Donc clairement, oui, ça permet aussi de se questionner sur ce qu'on fait au quotidien, sur notre façon de travailler, sur comment on peut améliorer la qualité de nos soins vis-à-vis de nos patients. Donc clairement, oui, je pense que c'est vraiment une dynamique très positive pour tout le monde. Et au final, c'est quelque chose qui en plus souvent se dissémine dans les équipes. Un projet qui se lance, puis un autre projet, puis un autre projet. Et finalement, ça a tendance plutôt à attirer tout le monde vers le haut. Nous, au départ, au GHE, ça a commencé par Daniel Greenberg, là, qui est chirurgien cardiaque. Puis après, nous, on s'est mis dans le truc. Puis après, il y a la rythmologie, la cardiologie interventionnelle. Puis finalement, il y a vraiment un esprit qui se crée au sein de l'équipe. Et ça essaime dans tout l'hôpital. Et finalement, ouais, ça redonne du sens à notre métier. Et les gens sont extrêmement contents de venir au travail et de bosser sur ces thématiques. Ouais. Effectivement, pour rebondir, parmi les professionnels du soin qui, notamment au décours de la crise Covid, ont quitté nos services, lorsqu'on leur posait la question du pourquoi de ces départs, souvent la réponse qui revenait, c'était « je ne retrouve plus de sens à mon travail ». En fait, la question de la perte de sens, elle a été très importante dans la désaffection des vocations et des services hospitaliers. Les personnes ne trouvaient plus de sens à un exercice, parfois qu'ils jugeaient déshumanisé ou trop mécanique. Et justement, revenir sur une approche qui est centrée usager, avec la prise en compte des grands enjeux environnementaux qui se posent à nous dans la société actuelle, c'est une manière justement de redonner du sens. Et nos jeunes collègues en particulier, les jeunes médecins, les jeunes infirmiers, les jeunes aides-soignants, ils sont très très sensibles à la question du sens et aussi à la question de l'environnement.
Donc je trouve que votre question est excellente. Je vous remercie de l'avoir posée. Et je pense que c'est vraiment un atout pour nous de s'orienter vers ce type de pratique pour attirer de jeunes collègues. Non. Ah, il faut... Merci, désolé, j'étais un peu long. Je suis Loïc Verlingue, je suis médecin au Centre Léon Bérard, oncologue, et entre autres impliqué dans la médecine personnalisée parce que je dirige la RCP moléculaire. En fait, il y a dans la santé, alors vous avez fait un tour d'horizon vraiment très pertinent, et merci beaucoup pour toutes ces idées dans le soin quotidien, routine, hospitalier. Mais la santé, il y a beaucoup d'autres choses. Dont, il y a les DM dont vous avez bien parlé. Nous, on est très exposés aux collaborations avec les industriels pharmaceutiques, et on sait que c'est en termes de consommation et énergétique et pollution, quand on voit le tour du monde que font les médicaments dans leur production, il y a des gros impacts. Et pareil, en recherche, en fait, on est très en lien. Alors, en cancérologie, la recherche a quand même pas mal d'impact après quelques années, en tout cas sur les patients, parce qu'on a pas mal de nouveaux médicaments et de nouvelles approches. Mais la recherche, en fait, il y a un peu beaucoup de consommation, tout va, on surenchérit sans arrêt vers des technologies qui consomment de plus en plus. Alors c'est une question générale et pas simple, je pense, mais quel impact nous, médecins hospitaliers, on peut avoir sur tous ces partenaires dont on dépend pour soigner nos patients et mieux soigner d'une manière plus personnalisée nos patients? Une grosse question. Merci pour la question. C'est un sujet difficile. Ça fait partie aussi des freins aussi potentiels, notamment nos relations vis-à-vis des industriels, nous, dans le domaine du dispositif. Moi, je pense qu'au final, plus important déjà, c'est l'information aussi, la communication sur le sujet. Moi, je présente régulièrement sur ce sujet dans des congrès de cardiologues et les réactions sont toujours globalement très positives sur des sujets, finalement, des questions que les gens ne s'étaient jamais posées sur l'impact environnemental de nos pratiques. Et même à la fin, les industriels aussi sont très intéressés. Les industriels, ça reste aussi des gens comme nous, c'est aussi des gens jeunes et ingénieurs qui sont très sensibles aux questions environnementales et eux-mêmes, ils réfléchissent beaucoup à ces questions. Et c'est aussi, on n'est pas encore très bon sur le sujet, mais c'est informer aussi les patients sur ces aspects-là. Parce que je pense que alors les changements, faut qu'ils soient encadrés, mais faut aussi, pour qu'il y ait des changements, il faut que ça vienne d'une demande aussi de la société dans son ensemble. Et à mon sens, nous, pour qu'on puisse faire évoluer les pratiques, ça passera forcément par un changement de la réglementation. Et s'il n'y a pas de demande vis-à-vis de l'ensemble de la société, il n'y aura pas de changement effectivement de ce côté-là. Mais effectivement, la question est complexe. J'espère avoir un peu répondu sur cette question. Je crois qu'il faut déjà poser la question, en fait. C'est-à-dire que les aspects éco-responsables, peut-être que ça doit être une question qui aujourd'hui est adressée aux industriels et peut-être que ça doit faire partie des critères à évaluer, notamment pour la pertinence d'un traitement, pour une mise sur le marché. Peut-être que ces aspects-là, aujourd'hui, doivent être débattus. Ils ne le sont pas. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de questions adressées à tout type d'industriels sur les aspects éco-responsables. Et peut-être qu'en médecine, eh bien, la manière dont est fabriqué un médicament, comme vous le dites, la manière dont il a fait le tour du monde, la manière dont ça a un bilan carbone, qui peut être parfois extrêmement élevé pour certains traitements, eh bien, peut-être que ça doit faire partie des critères d'évaluation. Et peut-être que demain, le bilan carbone d'un traitement, les aspects éco-responsables de la mise sur le marché d'une prothèse, etc., feront partie des éléments qui seront systématiquement évalués. Et je pense que c'est souhaitable. En tout cas, c'est une des questions qu'adresse la société. Oui, je trouve que, en tout cas, d'un point de vue citoyen, c'est pas une question simple parce que je pense qu'on a tendance à voir son bien individuel quand il s'agit de notre santé, en particulier quand il s'agit de cancérologie.
c'est difficile de dépasser son intérêt individuel pour un intérêt plus collectif. Ceci étant, je pense que justement, si on remet ça dans le champ de la citoyenneté, qu'on n'interroge pas que des gens qui sont dans le dur de la maladie au moment où on fait ça, la société civile doit pouvoir être un allié. Ce ne sera peut-être pas la réponse qui permettra de faire basculer les choses, mais je pense qu'elle peut être un allié. Vous parliez justement de cet impact environnemental du côté industriel au niveau des entreprises. Je tiens juste à faire remarquer que la prochaine table ronde à 13h30 tout à l'heure se penchera justement sur ce côté-là, c'est-à-dire les modèles économiques et l'intérêt pour les entreprises d'amener aussi ces deux approches. Vous m'entendez ? Juste faire une remarque. Donc, Béatrice Burdin, je suis de la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation. Donc, c'est un peu le ministère en région, le ministère de la Recherche. Sachez que dans pas mal d'appels à projets maintenant qui sont publiés, vous avez ces clauses environnementales, éco-responsables, et chaque projet, que ce soit un industriel ou que ce soit même des académiques, doit détailler en quoi son produit, en quoi sa recherche a un impact sur l'environnement. Donc on y arrive doucement, mais ça vient. Oui, à égal avec l'impact sociétal. Alors ça, on ne l'a pas encore dans tous les projets. Oui, mais ça, on va y bosser. C'est aussi un point qu'on abordera cet après-midi. Est-ce qu'il y a encore une dernière question pour ce matin, avant la pause méridienne? Oui, une dernière question de ce côté. Bonjour, Étienne Chenet, je suis interne en médecine aux HCL. Merci pour ces échanges. Je me pose la question, donc sur le plan One Health, d'élargir un petit peu aussi la question aux soignants, et qui me semble aussi d'actualité, donc la santé des soignants. Comment concilier cette approche 5P One Health en axant aussi la recherche sur la santé des professionnels de santé? On n'a vraiment que des bonnes questions. C'est ça qui est sympa, en fait. C'est ça qui est sympa. Il n'y a pas un représentant du ministère de la Santé? Alors, la question de la santé des soignants, elle est absolument fondamentale. On parlait tout à l'heure de la désertion pour les professions médicales. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça doit vraiment faire partie de nos préoccupations dans tous les dispositifs qu'on met en place. À l'hôpital du Vinatier, on a actuellement en cours de construction une unité d'hospitalisation qui est dédiée à l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement, avec vraiment la volonté d'adapter ces lieux aux particularités de l'autisme, autour de la modularité, de la lumière, des espaces. Mais on a aussi gardé à l'esprit de faire en sorte que cette unité améliore aussi la qualité de vie des soignants. Parce que des soignants qui vont bien sont des soignants qui sont plus auprès des personnes, parce que ça garantit aussi l'attractivité, parce que ça fait vraiment partie des prérequis aujourd'hui pour tout projet, en fait. Mais je trouve qu'il n'y a pas encore tant que cela d'études qui évaluent la qualité de vie des soignants, qui évaluent les leviers pour cette qualité de vie, les freins. On a des données, on commence à avoir des données un petit peu disparates à la faveur d'interviews, etc. Mais on n'a pas encore d'études de grande ampleur, et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on développe à l'avenir. Ouais, je suis bien d'accord. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel, pour l'instant, c'est vrai que ça reste une très bonne question. Ça reste un domaine largement oublié, que ce soit sur la santé, notamment, je pense à la santé mentale des soignants, la santé cardiovasculaire aussi, le travail stressant, travail de nuit, etc. Ça reste là, ça fait partie également, je pense que c'est des choses qu'il faudrait qu'on creuse clairement sur ce sujet-là. C'est une excellente remarque. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'informations de plus à donner ce qui a été dit, mais c'est une très très bonne question. Ouais. Bien, si vous voulez, il nous reste déjà à vous remercier tous les trois. Merci Caroline Desvilly, Geoffrey Ditac, Guillemette Jacob. Merci à vous pour cette première table ronde.